Bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai pas de belle vidéo à vous montrer parce que moi j'ai jamais réussi à assumer la logistique pour prendre l'habitude de filmer mes interventions au bloc. Donc je suis navrée, je vais tenter de vous montrer de belles photos à défaut, mais j'ai pas de belles vidéos. Je suis preneuse de conseils cependant parce que je sais pas comment vous organiser, moi ça prend une place délirante sur ma clé USB. Au moment où j'ai un truc à filmer, la clé USB elle est blindée et enfin, j'y arrive pas quoi. C'est pas très compliqué, mais j'ai jamais réussi à prendre et à rôder cette habitude. Ça n'existe pas, hein, le concept de rétinopathie diabétique volcanique, mais les images étaient tellement jolies que ça se prêtait à inventer un petit terme pour ça. Alors c'est une présentation en 2 actes, voilà l'acte 1. C'est une patiente de 60 ans qui m'est adressée, alors elle est hospitalisée dans un centre de rééducation pour une maladie tendineuse. Et elle se plaint depuis qu'elle est hospitalisée, donc depuis 3 mois, d'une baisse de vue à droite, c'est l'œil droit que vous avez vu en photo, qui a permis la découverte d'une rétinopathie diabétique au stade de proliférante, plus marquée à droite qu'à gauche. Elle est adressée pour PPR urgente, plus vitrectomie droite. Je ne l'ai pas vitrectomisée tout de suite, j'ai fait envoyer assez bien la périphérie, donc j'ai fait ce que je pouvais médicalement, c'est-à-dire lancer la PPR, le plus rapidement possible, mais ça a été quand même assez long du fait de son hospitalisation, dans un hôpital qui n'était pas le nôtre et dans un hôpital qui ne comportait pas d'ophtalmo. Alors voilà l'état lorsqu'elle est adressée et aussi l'état en préopératoire. L'œil gauche va pas trop mal, l'œil droit, il y a, on verra mieux sur les photos là, mais il y a une grosse hémorragie maculaire tractionnelle assez ancienne, hein, parce que le sang il est déjà bien gris. Ça colle avec le fait qu'elle se plaigne d'une baisse de vue depuis 3 mois à peu près, et donc suite aux 3 séances de PPR, ensuite j'ai programmé une vitrectomie. Là, il n'y a pas de doute, hein, on pèle la limitante interne, et un complément d'endolaser pour les zones sur lesquelles j'avais pas réussi à passer sans vitrectomie. Les suites opératoires, alors on disait on peut finir la PPR après quand il y a un décollement tractionnel. Pas toujours. Les suites heureusement que je l'avais faite pendant AM1, acuité visuelle, perception lumineuse. Alors étrangement, perception lumineuse, P28, mais perception lumineuse, hémorragie intravitréenne. AM2, perception lumineuse, toujours l'hémorragie intravitréenne, ça commence à faire long, hein, je la voyais tous les 15 jours. M3, perception lumineuse, et là je commence la patiente se plaint, on a assez, voilà, perd un peu patience, et donc je craque, à 3 mois et demi, je décide de faire une chirurgie combinée, parce que je n'avais pas touché au cristallin dans un premier temps, il y avait aussi un peu de sang tapissant la cristalloïde postérieure qui partait pas, et donc phacoémulsification, vitrectomie de nettoyage et tamponnement par air. Alors là pour une fois c'est chouette parce que assez rapidement on voit de nouveau le fond d'œil et la rétine a une meilleure allure qu'en préopératoire. L'acuité visuelle n'est pas incroyable, hein. On est à un demi-dixième P14, à 1 mois 2 dixièmes et demi P10 et ensuite ça stagne. L'œil gauche continue à avoir l'air à peu près sage et pendant ce temps-là, j'ai quand même complété la PPR avec la 4e et la 5e séance. Cependant, il y a encore un magnifique néovaisseau aux arcades qui régresse pas du tout. Elle voyait 6 dixièmes P2 alors qu'initialement l'œil gauche il était à 10 P2. Et donc j'ai complété la PPR. L'acte 2, c'est l'œil gauche. Alors là on est le 21 décembre, pour faire simple, juste avant les vacances. Et baisse de vue brutale, alors il y a de l'hémorragie surtout en rétro-hyaloïdien et sous la limitante interne, et puis dans le vitré. Donc là on est plutôt sur une éruption de type magmatique, hein, autre type de volcan, mais volcan quand même. Je lui ai fait une injection intravitréenne d'anti-VEGF le jour même, et j'ai programmé sa chirurgie à J5, c'est-à-dire le 26 décembre. J'étais en vacances, mais je me suis dit qu'il fallait pas trop attendre la fin des vacances. Là, j'ai joué la partition différemment. J'ai programmé d'emblée une combinée, et puis pelage de membrane limitante interne, et complément de PPR, notamment pour cet anneau antérieur qui est difficile à faire médicalement. Suite opératoire à peu près semblable. J7, voit la main bouger. M1, voit la main bouger. M2, voilà main bouger. Là, j'ai pas craqué. Et tant mieux, parce qu'à M3, enfin, ça s'éclaircit doucement.
Alors l'acuité visuelle n'est toujours pas incroyable, mais c'est toujours mieux que de voir la main bouger. Elle est très contente parce que ça s'éclaircit. On voit tout de suite que notre petit néo-vaisseau, là, qui était sur l'arcade temporale supérieure gauche, a disparu. Voilà, c'était celui-ci. Il a disparu suite à l'intervention. Ça, c'est la situation donc à M6 de l'intervention de l'œil gauche. Et comme il y avait 6 mois d'écart entre les deux, on est à M12 de l'intervention de l'œil droit. Donc on voit que tout doucement, l'acuité visuelle remonte à droite. Elle était à 2,5 P10 à M3, là ça remonte pas mal, on est à 6 P4. Ça c'est la situation au 8e mois de l'œil gauche, ça stagne toujours, 2 P10. Et au 14e mois de l'œil droit, ça stagne aux alentours de 6 dixièmes P4, P3, ça dépendait des... Alors je me suis intéressée au délai pour obtenir la meilleure acuité visuelle corrigée dans ces deux yeux. À gauche, c'est quand même très long, c'est 2 ans. Alors elle est remontée à 6P3, c'est pas mal. Et à droite, c'est encore plus long, c'était 3 ans et demi. Mais l'œil droit, donc c'était celui qui était, c'était l'éruption brutale, elle est remontée à autour de 9-10P2. L'état actuel, parce que je l'ai opéré il y a 6 ans et demi, je crois, c'est ça, j'ai 6 ans de recul sur l'œil gauche. Elle a été injectée, mais pas tant que ça, 6 anti-VEGF, 1 Ozurdex, et je ne l'ai pas injectée depuis 4 ans. Et elle est à... ça, c'est ses acuités visuelles depuis les 2 dernières années. Donc elle oscille entre 3,5 P6 et 5 P4. C'est assez fluctuant. L'OCT angio est correct, hein, là, il n'y a pas d'ischémie maculaire majeure. Et à droite... qui est l'œil qui me semblait finalement le plus atteint et en tout cas en termes d'image le plus moche, il va pas trop mal. Il y a 6 ans et demi de recul, elle a eu aussi 3 anti-VEGF pour l'œdème maculaire, 3 injections d'Ozurdex, et pas d'injection depuis 3 ans et demi. Je la vois à peu près 2 fois par an désormais. Et ses acuités par contre, elles sont vraiment très bonnes. Elles oscillent entre 8 et 10 dixièmes P2. Ça c'est ces photos de l'année dernière. Alors la conclusion, c'est ce que je trouve difficile en rétine, médicale et chirurgicale, c'est que c'est assez subtil. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir être très réactif quand il faut, par exemple sur les IVT d'anti-VEGF, sur la réalisation de la PPR quand il y a une proliférante, et à la fois savoir être très calme, très patient et attendre, par exemple pour une hémorragie intravitréenne post-opératoire, c'est-à-dire que si on attend jusqu'à 3-4 mois, ça finit par se nettoyer habituellement. Et puis pour atteindre la meilleure acuité visuelle corrigée, parce qu'en fait ça a pris plusieurs années, et je trouve que c'est pas rare, chez certains patients vitrectomisés, que ça prenne plusieurs années après l'intervention pour récupérer une acuité visuelle plutôt satisfaisante. Je vous remercie. Pourquoi est-ce que tu préfères attendre du coup avant de nettoyer ton HIV ? Parce que ce qu'on discutait avec Youssef, c'est que moi j'y serais allé peut-être plus rapidement, même si t'as un risque de ressaignement, mais moi j'aime pas trop laisser le sang. Alors on se dit que c'est pas forcément toxique et tout, mais plus d'un mois j'aime pas trop. Souvent à la 3e semaine j'y retourne, quoi. Je vais te remontrer les échos, mais en fait ce qui était hyper frustrant, c'est que je voyais bien que l'hémorragie intravitréenne, elle était très peu dense. C'est-à-dire que là je suis à un gain, je vais te la montrer, je suis à un gain de 100. Et tu vois qu'il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire que même... alors, je te montre peut-être l'œil gauche, cependant, mais c'était pareil des deux côtés. C'était vraiment très très peu dense, je voyais assez bien le vitré antérieur, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'ématies, et le truc, j'y suis pas retournée, parce que pour le premier œil, elle voyait P28. Et donc je me disais que, alors c'est pas délirant, hein, mais pour qu'elle voit quelque chose à travers, c'est quand même que j'avais l'impression que ça allait se libérer, se nettoyer rapidement, et par ailleurs, elle était hospitalisée en centre de rééducation avec une logistique ultra complexe. C'est-à-dire que même faire sa PPR, je lui aurais bien fait les 3 séances en 1 semaine. Et j'ai mis 3 semaines à me battre, appeler les brancardiers, appeler les infirmières. La logistique pour elle, elle est hyper compliquée. Elle se déplace en fauteuil roulant, elle est un peu fragile. Je me suis dit que ça allait passer si j'attendais. Parce que pour le coup, voilà. Si justement c'est pas hyper dense et que ça passe pas, tu peux dire il y a peut-être un phénomène un peu actif, et moi ça aurait été aussi un argument pour y retourner, tu vois. J'avais confiance dans ma PPR. Il y a un autre point qui est assez intéressant dont tu as parlé pour le premier œil, c'est le résidu de l'hyaloïde antérieur, et que parfois c'est uniquement le sang qui se dépose sur cette hyaloïde qui fait en sorte que ton gain
tu as pas beaucoup de sang, mais c'est Oui. surtout cette localisation-là. Et donc, je ne sais pense que t'as pas, mais raison. moi, j'essaie d'ouvrir, Ouais. quand je peux, surtout dans les cas où ça peut saigner, d'ouvrir cette hyaloïde antérieure, surtout quand on est sur des yeux fac. On a toujours peur de la toucher parce qu'on a peur d'ouvrir la capsule antérieure, de la capsule postérieure. Donc, je pense, moi, je suis toujours partant de l'ouvrir parce que parfois il y a du sang, parfois le gaz peut passer, et donc donc il y a plusieurs. Je suis entièrement d'accord avec toi et je le fais depuis cette patiente, justement. Et est-ce que tu si tu referais en premier, si tu refaisais l'œil droit, est-ce que tu aurais fait une combinée d'emblée? Je pense que rétrospectivement, j'aurais fait une combinée d'emblée. Ouais. Alors personnellement, moi je suis très peu pour les combinés. Dans les diabètes, c'est la seule fois où j'aime pas du tout faire les combinés, même dans les diabétiques, chez les diabétiques assez souvent. Alors je rajouterai un élément, c'est que je ferai une combinée, mais certainement pas avec un implant de sac. C'est-à-dire que je ferai une combinée avec un implant bag in the lens, janté, pas d'inflammation, 0% de synéchie. Je ferai pas une combinée avec un implant dans le sac. Mais je pourrais vous présenter la technique. C'est-à-dire C'est une technique où tu réalises un rexis antérieur et un rexis postérieur. Tu accoles les deux capsules et tu vas mettre un implant qui a une jante sur le côté. Donc en fait, tes deux capsules sont collées l'une à l'autre et coincées dans la jambe de l'implant. Il y a 0% de cataracte secondaire, il y a 0% de synéchie irido-implant après l'intervention et c'est beaucoup plus simple à gérer. Justement, j'ai entendu parler de ces implants parce que j'ai opéré un décommande rétine derrière un implant comme ça. Il y a des règles apparemment, on peut pas les dilater avec du gaz, enfin, il y a des complications. Alors la précaution, tu as raison, c'est que tant que le gaz, si tu as utilisé du gaz ou de l'air en post-opératoire, n'est pas à moins de la moitié, tu as un risque que le gaz vienne pousser l'implant vers l'avant et quand tu dilates la pupille, que la pupille se coince dans l'implant. Si ça arrive, parce que ça nous est déjà tous arrivé, il faut aller... ça peut se faire en lampe à fente, hein, mais prendre une aiguille et repositionner, enfin pousser légèrement l'implant vers l'arrière pour le décapturer. Et donc par précaution, on ne dilate plus ses yeux tant que le gaz n'est pas à la moitié. Ouais. Il y a quelques petits trucs et astuces pour pas se laisser parasiter par les écueils. Mais ton rexis doit être hyper bien calibré. Ouais. Le rexis, il est calibré à 5,3 mm. Tu peux le calibrer soit en posant un petit anneau en plastique lors de ton rexis pour te guider, soit avec le Verion ou le système de visualisation de Zeiss. Tu calibres de te mettre un cercle à 5,3 mm et tu le calibres comme ça. Ça, c'est chez les adultes. Chez les enfants, on fait 5 mm de rexis. T'arrives à calibrer ton rexis postérieur? Ouais, c'est encore plus simple que le rexis antérieur. C'est en fait calibrer un rexis antérieur, c'est hyper facile. Et en fait, tu te sers du rexis antérieur déjà fait pour, par projection, faire ton rexis postérieur exactement de la même taille. Ça peut faire peur comme geste quand t'as pas l'habitude et que on t'a formé toute ta vie à globalement pas trop toucher à la capsule postérieure, mais c'est vraiment pas la partie du geste qui est difficile. Tu en poses au quotidien? Ouais, c'est à peu près 40% de mes implantations. Et du coup, les échanges air, comment ça se passe? C'est moi, Alice. Les échanges air, comment ça se passe justement avec cet implant? Je resserre la pupille avant de faire mon échange. Ouais, ça complique la visualisation du coup, en péropératoire. Bah non, on a des tellement bons systèmes de visualisation que ta pupille elle se resserre doucement, tu fais ton échange à ce moment-là. Quand bien même l'implant se capturerait pendant, tu remets un coup d'aiguille en chambre antérieure, honnêtement c'est pas très gênant. Ils vont pas se mettre en myosis tête d'épingle comme ça en salle, tu vois, ça se resserre doucement. Il faut juste en fait que ton iris ait recouvert la zone des aptiques, c'est tout. Donc en fait un petit peu de myostat. Alors, je n'utilise pas du tout le myocol. Par contre, le myocol, il fait une dilatation paradoxale dans les heures qui suivent. Donc, vaut mieux rien mettre que mettre du myocol. Il faut vraiment mettre du myostat. Le myostat, ils sont en myosis pendant au moins 48 heures à peu près. 48-72 heures. Et visiblement, avec cet implant, tu vois mieux en périphérie quand tu fais ta vitrectomie, justement. C'est magnifique. Ouais. Tu vois très bien, en fait, les deux capsules accolées. J'ai pas de photo, je peux en chercher dans mon ordinateur, mais les deux capsules accolées, elles s'opacifient pas. Donc en fait, souvent, tu vois même à travers les deux capsules accolées en périphérie. Pour faire, je sais pas, une PPR 10 ans après chez un diabétique, c'est un bonheur d'avoir posé ce genre d'implant. Ouais. Bon, tu vois, Alice, t'as pas de vidéo, mais on discute pas mal. Bon, en fait, moi, je fais pas de combiné, surtout dans le diabétique, il dit Pierre-Olivier, parce que c'est pas la solution. D'accord, avoir autre chose dont on parle plus, effectivement, j'ai l'impression beaucoup plus de complications inflammatoires et même de GV après. Le problème
Ensuite, c'est l'hyaloïde antérieur, si ça ressaigne, c'est compliqué. Mais je voulais parler plutôt de effectivement, tu dis que tu attends jusqu'à 3 mois, un peu plus. En fait, tout ce qu'on a fait, même dans l'étude de membrane, même quand tu fais du laser, au niveau de la rétine, il faut être patient. Tu fais par exemple sur un laser, enfin sur un œdème focal, tu fais du laser, il faut attendre. Tu pelles, etc. Tu vois que 2 ans après, ça continue à monter. Le diabète, ce qui vient de dire Didier, parce que d'un côté t'appelais, de l'autre côté non. Mais le fait justement de faire la bonne pépère, ça diminue l'œdème, mais il faut être patient. Et la rétine, c'est pas, tu vois. Et donc le fait d'attendre jusqu'à 2 ans, voilà, c'est ce qui se passe dans le laser, c'est ce qui se passe dans la pépère, ce qui se passe dans le pelage, etc. Donc il faut attendre, et voilà. Et je veux dire, c'est assez conséquent de tout ce qu'on a vu depuis un petit moment dans la rétine. Mais c'est intéressant justement de répondre à ce problème de combiner l'inflammation par autre chose. Oui, je vais faire un peu de provoque. Là, je ne comprends pas votre réticence à faire une combinée chez un diabétique. Moi, j'avais commencé, j'étais assistant, donc c'est vieux, où on opérait des diabétiques de vitrectomie il y a 35 ans. On faisait moins bien les vitrectomies que maintenant, et le laser n'était pas terminé. Il y avait des choses. Et donc, s'il y a des gens qui sont vraiment à surveiller en post-op et avoir un accès au fond d'œil, c'est bien le diabétique qui a saigné. Donc, si vous faites une vitrectomie, vous aurez une cataracte, et vous aurez une deuxième, et vous aurez du mal à le faire suivre. Donc, s'il y a bien une indication à faire une combinée, c'est le diabétique. Ensuite, moi je suis déjà pas d'accord avec cette affirmation, voilà. Parce que ça va synéchier à fond. Non. Alors bon, ça synéchie moi, Pierre, j'étais d'accord avec toi. Moi, j'ai dit que je faisais. C'était les rares cas que je faisais. Un plan de sac. Moi, je fais que chez les diabétiques. Alors bon, moi j'ai un avis différent. J'ai un avis différent. Ensuite, pour les chirurgies combinées, personnellement, je mets systématiquement un implant de sac, 3 pièces. 3 pièces, mais en fin de ma procédure, que ce soit diabétique ou pas diabétique, on est dans l'œil par voie de vitrectomie, je fais un capsulorhexis au vitréotom sur 4 mm. Là, je suis d'accord avec toi, je resserre ma pupille, et pendant que la pupille se resserre avec une backfush dont l'embout est siliconé, vous vous calez devant la papille, vous envoyez votre air, et vous savez, vous comptez dans votre tête, même s'il y a de la buée qui arrive, il faut entre 25 et 30 secondes pour vider un œil. Vous n'avez même pas à voir, vous bougez pas, et à la fin, il y a une espèce de flash de changement de couleur finale, et de toute façon, on n'est pas obligé d'avoir un assèchement à 100%, vous avez un remplissement. Donc là, il y a plein de choses que vous dites où moi, j'ai pas la même façon d'appréhender cette chirurgie. Votre implant, quitte à avoir fait un rexis postérieur, vous allez le capturer? Peut-être pour ça que vous non, avez pas alors voilà. Alors, personnellement, encore une fois, moins. Je peux vous remontrer l'année prochaine, peut-être 300-400 vitrectomies, chirurgie combinée, capsulotomie postérieure, gaz ou air. Il m'arrive, c'est pour ça que je revois tous mes patients le lendemain matin, allez, je dirais 2-3 fois par an, d'avoir une capture de l'iris. Ils ont été opérés la veille, je les redilate, je leur dis de mettre la tête en bas et c'est terminé. Donc vraiment, si c'était qu'un cas, je vous dirais, je vais pas faire le malin, mais c'est des centaines de cas. Et c'est pas tant ça qui me pose problème que vraiment les synéchies entre l'iris et la cristalloïde antérieure ou sur le moyen et long terme, ça, je trouve ça moche. Donc ça dilate pas bien, je trouve que tu vois pas bien la périphérie. Mais pour aller dans ton sens, dans les cataractes pédiatriques, avec les 3 pièces, on a très peu d'inflammation. Ouais. C'est-à-dire mais ce sont des implants. Non, alors je suis d'accord. C'est-à-dire qu'avec les Balgin The Lens, on a 0 inflammation et moi ceux que j'ai posés, je suis hyper content. Mais t'as quand même pas mal d'études qui montrent que en plaçant un 3 pièces, t'as moins d'inflammation qu'un monobloc dans les cataractes pédiatriques. Donc c'est pas forcément étonnant. C'est ce que dit Mounir. C'est d'ailleurs ça qui est très intéressant, c'est que souvent soit des AMO, souvent des AMO qui sont des vieux implants, R40 qui sont rigides, solides, stables dans le sac capsulaire. Je n'ai vraiment pas besoin de la capsule centrale pour que l'implant ne bouge pas. Mais ça fait partie en plus des types d'implants pour lesquels je trouve qu'ils sont très beaux, même 20 ans après. Où tu dis, mais c'est quoi cet implant? Il n'y a pas de cataracte secondaire, le patient il a été opéré il y a 20 ans, t'as pas besoin de faire de YAG. Par contre, en fin de procédure... En tout cas, l'attitude est cohérente. J'avais montré en fin de procédure de cataracte. Je commence par la cataracte, bien sûr, et j'enlève systématiquement les hyaloïdes antérieurs pour pas laisser
de traction possible, donc ça, on la vire. Par contre, en fin d'opération de cataracte, je mets un surjet au Vicryl 10-0 sur mon incision, puisqu'après, je fais ma chirurgie postérieure par indentation, où on appuie un peu comme des ânes partout. Mon segment antérieur ne bouge pas. Et le surjet de Vicryl 10-0 se résorbe en 2 mois, sans avoir une gestion du monofilament à faire. Bah, c'est encore un exemple de ce qui est très intéressant et à la fois très subtil en ophtalmo, c'est-à-dire que je pense que si on prend une des étapes de ton intervention mais qu'on la colle dans nos habitudes, ça marchera pas, mais en fait toute la procédure entière est cohérente et donc tu aboutis à un bon résultat. Et donc il y a tellement de manières différentes d'aboutir à un résultat satisfaisant que c'est ça qui est difficile, je trouve. Mais c'est pour ça, ce qui va bien à quelqu'un, moi je vais pas faire du prosélytisme agressif, ça marche dans les mains de quelqu'un, il faut le laisser faire comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres façons de faire, ce que tu dis c'est du pick and collect, et que ça marche. C'est ça. Mais moi j'en vois une telle, tous mes patients que j'opère de vitrectomie, que ce soit des membranes, des trous maculaires, s'ils sont tous, a priori, après 50 ans, ils ont 60 ans, ces gens-là qui font des membranes, des trous, je les rends pseudo-fac. Et si tu fais une capsulotomie postérieure, l'intervention, elle est définitive. Alors pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait mettre les capsulotomies postérieures systématiques en paire opératoire? C'est que ces gens-là, dans les combinés, ils faisaient des cataractes secondaires un peu plus rapides. Parce que là, c'est ce que tu dis, la cellularité, la rupture de la barrière hémato-oculaire, elle est sûrement un peu plus importante. Mais ça n'a pas grévé mes résultats maculaires. Tu vois, donc il y a juste 2 choses pour Pierre et Alice. Donc finalement, c'est pas une question de combiné, c'est une question d'implant à discuter. Je pense qu'à la fin, le corps étranger qu'on met dans le sac, qui change tout. À la fin, c'est pas le fait de faire combiner. Donc forcément, si j'utilise les mêmes implants ou les autres, par rapport à ce que vous utilisez vous, la question, donc vous faites la PPR sous eau. Parce que vous faites à la fin l'échange. Vous faites pas le laser sous air. Ça dépend. Ça dépend le cas de figure. Parce que alors, si tu sers ta pupille, tu ne fais pas ta PPR. Hein. Alors, la capsulotomie, je la ferai tout à fait à la fin, une fois que j'ai tout fait. Tu peux pas mettre de l'air. Oui, mais dans ce cas, pour éviter l'éventuel bascule, tu fais le laser sous eau. Moi? Oui. Non. Parce que dans le bag in the lens, c'est janté. Je fais tout sous air. Je vois hyper bien. Mais tu as dit que tu sers ta pupille. Je comprends rien. Ah, ok. La question, c'est à quel moment... En fait, pour ton laser à la fin de la chirurgie, tu fais ton laser. Alors, dans ce cas-là, tu as raison. Si j'ai besoin de faire un endolaser et que c'est un diabétique, puisque je t'ai répondu pour une combinée membrane, en fait. Non, on parle de ton cas. Mais combinée diabétique, je fais mon échange fluide air parce que je trouve qu'on voit beaucoup mieux sous air. On voit beaucoup plus périphérique, je trouve ça hyper confortable. Et dans ce cas-là, je resserre la pupille sur table, je sais qu'il va se capturer sur table, et je remets une petite aiguille pour aller le remettre derrière. Oui, d'accord. Je le rebascule à la main. Ok. Il suffit d'appuyer très délicatement, en général. Et tu injectes après ton truc. Okay. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Donc tu fais sous air, mais tu gères après ton implant. Oui. Voilà. Ok. Non, mais c'est intéressant de voir que tel type d'implant, ce qu'il dit aussi Thibaut au niveau des enfants, c'est que les complications inflammatoires ou autres, ça dépend finalement du matériau. Pour revenir sur la patience qu'on peut avoir avec une hémorragie qui revient après une bonne vitrectomie, bonne PPR, on a tout fait, quand on retourne rapidement, on peut tout à fait avoir exactement la même chose. Et expliquer au patient qu'on va lui laver tous les mois jusqu'à ce que ça s'arrête. Non mais, c'est pour ça que moi je suis cohérent là-dessus et j'y retourne pas. Enfin, pas. Bah, il ne retourne pas les 3 premiers mois, quoi. Si tu as une écho comme il y a là, tu n'y retournes pas. Ah bah, tu peux, mais en fait, t'as pas de cas clinique à montrer où c'est resté 1 an. Tu vois, on en a pas. Nous, on craque pas. Et moi, j'ai craqué juste parce que je me suis dit, en fait, j'aurais dû toucher au cristallin. Et j'ai craqué parce que je savais que j'allais lui proposer la cataracte. Et puis, je suppose, Alice, que ton patient, il avait de l'aspirine ou il a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est un patient qui est multivasculaire. Oui. Et donc, il n'allait pas arrêter son cardégique comme ça. Ouais. Faire l'avocat du diable, hein. Peut-être, j'attends parfois, c'est clair. Mais il y a des patients, là c'est une patiente qui est en institut, qui est en fauteuil roulant. Ça me pose moins de problème de la faire attendre. Mais t'as des patients qui ont pas cet âge-là. Et de l'autre côté, elle voyait 10 P2 aussi, hein. Donc j'avais aucune urgence, tu vois, baisse de vue depuis 3 mois. Je sais pas si vous arrivez à laisser tous vos patients à voir bouger la main pendant 4 mois en leur disant que ça va venir, quoi. Au-delà de 2 mois, perso, je trouve ça les patients discutent avec moi, ils me mettent une petite pression quand même. Hein. Ouais, mais à la fois, ils ont pas forcément tous envie de retourner au bloc. Hein. Mais pour donner l'exemple inverse, c'est que j'ai vu une dame récemment que j'avais opérée il y a 10 ans, je crois. Et elle ressaigne, mais d'un côté
où c'est vitrectomisé, la PPR est faite, mais ça saigne. Et donc on attend. Mais 3 semaines, ça passe pas du tout. Et je dis tiens, c'est dingue. Et puis quand ça se lave un peu derrière, c'était la capsule postérieure qui était pleine de sang. Ouais. Mais je sais pas du coup s'il y a beaucoup de sang dedans. Et quand je suis retourné en vitrectomie, j'y suis retourné, j'ai continué de laver le sang, mais il y avait presque rien à faire en seconde postérieure. J'ai fait la capsulotomie chirurgicale parce que je voulais pas faire un YAG sans savoir ce qu'il y avait derrière. Mais il y avait rien d'autre que la capsule qui était réellement gênante pour la vision. Mais est-ce que c'est pas des cas là, tu vois, où quand t'as une récidive hémorragique minime, où tu serais pas tenté de faire une IVT d'anti-VEGF pour te dire que si c'est une suffusion hémorragique, toi que tu devines que ta pleine rétine décollée, en fait de faire parce que enfin moi j'ai un peu là comme tu décris des cas. En effet. Il y a des fois en fait on y retourne et on a en fait on voit pas de saignement actif, il y a une espèce de suffusion de quelques parties de la rétine et à part compléter la PPR on en fait un petit peu plus, mais souvent c'est ça ce que tu disais Loïc, c'est des patients polyvasculaires mal équilibrés sur le plan au niveau tensionnel avec 2 anti-agrégants. En tout cas c'est pas une bêtise et c'est plus simple. C'est plus simple à gérer que de la repasser au bloc. Ça se défend. Alice, tu as mentionné au tout départ, je crois que c'est toi, que la patiente avait une pathologie inflammatoire, elle était une tendinite inflammatoire. Elle a une maladie de Verneuil, qui est une maladie cutanée globalement, avec des atteintes tendineuses. Elle a du mal à marcher, elle a mal au tendon du bassin, elle a des épaules assez figées. Elle se présente en tout cas physiquement comme une patiente qui aurait 85 ans, alors qu'elle en a que 60. Et c'est pas très étiqueté et j'arrive pas à avoir un bon dialogue avec le médecin traitant. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que globalement, je ne connais pas son hémoglobine glyquée ni sa tension artérielle. On en est à ce niveau de communication là. Et tu poses pas comme règle avant de les opérer qu'elles soient que les malades soient parfaitement équilibrés sur le plan inflammatoire ou sur le plan... Moi, je me souviens que c'était une règle. Pour moi, il fallait que le malade soit à moins de 7 en hémoglobine glyquée, qu'il ait une VS, enfin on les a jamais, ceux qui partent en cacahuète. Je pense que ça fait partie de notre boulot de médecin. Ça, je suis complètement... Je suis désolé, j'aime pas donner des leçons aux malades, mais je pense que c'est la meilleure façon de leur rendre service que de leur imposer que ils aient une hémoglobine glyquée à peu près bonne, qu'ils aient un état dentaire à peu près bien, qu'ils aient qu'il n'ait pas de processus inflammatoire en cours, parce que ça les responsabilise, comme ils veulent y voir. Autrement, ils se laissent aller. Moi, je suis diabétique, donc je t'en parle en connaissance de cause. C'est dur de s'équilibrer, mais bon, il faut le faire. Je partage complètement ton avis et en général, je trouve ça souvent assez simple de discuter avec le médecin traitant ou avec le diabéto, mais j'ai une attitude complètement inverse qui est que j'ai peur que le patient me file entre les doigts. Enfin, j'essaie d'avoir jamais une attitude ni moralisatrice ni de jugement, d'être toujours ouverte, de toujours dire c'est une maladie chronique, c'est très difficile à gérer, je ferais certainement pas mieux si moi-même j'étais diabétique. D'être toujours qui se sentent jamais jugés, qui se disent jamais elle va me disputer, et en fait des fois il lâche des bombes, Enfin franchement j'essaie de jamais avoir cette attitude là en me disant le cardio le fait déjà, le médecin traitant le fait déjà, le diabéto le fait déjà. C'est très personnel mais de me dire ok, vous avez 10%, les gens ils savent que c'est pas bien, ils le savent déjà, de le dire, mais de pas avoir une attitude de maîtresse d'école. C'est très personnel. Mais après je pense justement les autres médecins le font pas. Ah ouais, tu crois? Ah non, ils le font pas. Et je sais que c'est pas ce que je faisais. Puis toi, en associant, tu prends des habitudes aussi de ton associé. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de malades qui des fois perdent 20, 30 kilos parce qu'on leur a jamais dit que s'ils perdaient 20 ou 30 kilos, ils seraient plus diabétiques. Et donc ça arrive. Alors c'est pas tous les malades, mais en fait le fait de ne plus voir, de voir que tu as vraiment un basculement dans ton quotidien quand tu vois plus. T'as des chirurgies assez lourdes. En fait, des fois, ça peut être le petit poids en plus qui va faire que ça bascule, que la balance, elle
elle change de côté. Donc, ça peut, mais t'as complètement raison. Mais j'attaque en tout cas jamais brutalement sur ce versant-là et j'instaure enfin là j'avais une petite mamie de 95 ans qui est, qui me fait une proliférante, quasiment floride. J'ai jamais vu ça à 95 ans. Elle est à 10% d'hémoglobine glyquée depuis des années. Et donc, avec gestion du diabète par le médecin traitant. Elle est toute autonome, elle habite chez elle, voilà. Et donc, elle, je la flèche vers le diabéto, au moins lui mettre un lecteur freestyle. En fait, on peut faire des trucs, c'est pas parce qu'elle a 95 ans qu'on va la laisser perdre ses yeux. Je suis d'accord avec toi, mais j'essaie de les amener, en douceur et je les attaque pas cash comme ça dès le début, mais en fait, je pense que j'arrive aussi à mes fins. Bon, on a compris que Alice, elle est douce et DJ. Mais non, mais franchement, c'est dur d'avoir une maladie chronique. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est affreux. C'est affreux. Sinon, on était plus diabétique et on serait plus. Moi, ça dépend de comment du jour. Il y a des jours où je vais être sympa et des jours où je le suis pas. Perso. Tout le monde, hein.